Salut, gars, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Powerplay Podcast. Nouveau décor aujourd'hui. Il faisait tellement beau, j'avais pas le choix d'en profiter. Donc, j'espère que vous avez passé une belle journée. Vous allez passer une belle journée parce que le beau temps s'en vient. Profitez du beau temps en famille, en amis. Aujourd'hui, je suis extrêmement, extrêmement content de recevoir Pat Lasselle dans le podcast. Ça faisait un bon moment qu'on se parlait, qu'on s'envoie des messages, puis je crois que ça va être très intéressant. Je crois pas que ça va être très intéressant. Donc, sans plus attendre, mon bon ami Pat Lasselle, comment tu vas, mon chum? Salut Sébastien, ça va bien toi? Yes, super, super. Je ne sais pas s'il Merci. fait beau dans ton coin, mais moi, C'est très beau à Gatineau, présentement. yes. Présentement, la température est très, très belle ici dans notre coin, en France, dans le secteur où je suis, et puis on profite du beau temps avec un beau petit 20-21 degrés. Wow, c'est merveilleux, ça. Fait que c'est ça, faut le spécifier on a une coupe d'heure de différence côté Gatineau puis la France, là. Donc, sans plus attendre, moi, j'aime poser la question à mes invités en débutant comment est-ce que le hockey a fait partie de ta vie, puis comment tu t'es intéressé encore aujourd'hui, tes coachs. C'est tout un parcours que tu as. Comment ça a rentré dans le fond dans ta vie? Écoute, comment ça a rentré dans le fond de ma vie? Moi, j'ai eu l'opportunité de faire mes études à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et puis j'ai eu la chance de débuter avec le hockey féminin. C'est ça, j'ai eu la chance de débuter avec le hockey féminin. J'ai commencé comme deuxième assistant, et puis il m'avait demandé de m'occuper un peu du recrutement. Et puis, le tout a débuté comme ça, et à fur et à mesure, à un moment donné, j'ai fait mes preuves, et puis j'ai obtenu plusieurs postes, là, entraîneur, VP hockey, directeur des sports, directeur des opérations hockey, assistant GM, directeur du recrutement, recruteur, et puis coach. Fait que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs postes, et puis le tout a débuté comme ça, puis c'était une passion. Tu as été goûté pas mal à comme plein de postes, puis Oui. parmi ces postes-là, y a-tu un qui t'allume le plus, dans le fond, qui donne le challenge? Je ne sais pas si tu en as un poste que tu préfères. Ben là, tu es coach en ce moment, mais il y en a peut-être un autre qui sort du lot aussi, là. Oui, mais écoute, c'est sûr, certain que le poste d'entraîneur, c'est beaucoup de pédagogie, c'est beaucoup d'enseignement sur glace, c'est beaucoup d'enseignement technique aussi, ou de tactique, quelque chose que j'adore, quelque chose que j'aime énormément. Mais aussi, le poste que j'aime beaucoup aussi, c'est tout ce qui est l'aspect management à côté du hockey, là, tout ce qui est l'aspect négociation de contrat, recrutement pour trouver des bons projets ou des bons prospects. Fait que, tu sais, côté coach, côté management, c'est deux points que j'aime beaucoup. Ah, parfait. Ça, c'est beaucoup d'évaluation, comme tu dis, c'est technique. Puis, tu as été dans le hockey féminin, mais t'as-tu juste fait le hockey féminin ou tu été aussi masculin? Non, j'ai fait du hockey féminin, hockey masculin. OK. J'ai eu la chance, j'ai été junior canadien, j'ai été dans le semi-pro dans la Ligue américaine, j'étais à mon troisième séjour en France. Okay. J'ai eu la chance de commencer aussi un peu comme un recruteur un peu dans le junior majeur avec Cap-Breton et Batters. Écoute, j'ai appris beaucoup dans ces 2 années-là, j'ai appris énormément avec des bonnes personnes. Et puis, depuis, écoute, quasiment les 25 dernières années, je vis une passion incroyable. Et puis, à quand ça va s'arrêter? J'ai aucune idée, mais j'espère de continuer longtemps, mais tu sais, je sais qu'un jour, à un moment donné, on doit revenir à une vie normale là, pour retourner dans notre travail. Écoute, tu dis revenir à une vie normale, puis ça me fait penser, c'est pas que tu vis pas une vie normale, mais en ce moment, tu es en France, tu laisses ta femme, tu laisses pas ta famille, c'est un compromis que sûrement vous avez décidé ensemble, là. Oui. Mais c'est quand même une grosse décision que tu as prise d'aller en France. Qu'est-ce qui t'a poussé, dans le fond, à aller vers la France puis coacher Vers la là-bas? France?
Oui, ben écoute, vers la France, ça a été très simple. Écoute, j'ai toujours gardé d'excellentes relations ici. J'ai de très, très bons amis ici en France qui sont soit à Magnus ou en Division 1 ou en D2. Et puis, un moment donné, j'étais chez moi à la maison. Et puis, j'ai eu un appel d'un de mes très bons amis à savoir si j'avais de l'intérêt de venir ici à Mulhouse. Et puis, parler avec ma conjointe. J'ai eu de très longues discussions avec ma conjointe. Et puis, écoute, comme on dit, j'ai sauté dans le bateau. Et puis, là, je suis revenu ici en courant. Et puis, écoute, je vis de très belles expériences, tant que culturelle, l'histoire, tout ça. Le hockey est un petit peu différent, mais écoute, c'est incroyable. Et puis, écoute, on est plusieurs Québécois ici, là, et puis Oui, c'est ça, tu disais. Il y en a plusieurs, là. on est plusieurs Québécois, et puis, écoute, c'est une très belle expérience. Et puis, c'est sûr, certain que c'est dur pour la famille, mais tu sais, comme moi, ma femme, elle vient passer toujours de 3 à 4 semaines à tous les années pour venir me retrouver. Puis moi, quand je termine le hockey au mois de mai, mais je retourne à la maison. Mais c'est des très gros sacrifices, mais je sais qu'à un moment donné, je vais devoir lui rendre l'ascenseur et de revenir à la maison. Oui, certainement. Mais je me pose la question, c'est vraiment parce que tu n'es pas le seul qui va vers la France, mais l'Europe en tant que telle. Oui, c'est côté expérience, mais est-ce que le hockey il est mieux développé? Il y a du meilleur développement vers là-bas ou comment ça se passe là-bas? Est-ce que t'as plus d'encadrement? C'est ça que je veux amener comme point. T'as plus d'encadrement dans le fond. C'est ça? Il y a, il y a plus d'encadrement, Sébastien. Écoute, la France, présentement, sont en train de se développer beaucoup, de plus en plus. Ils commencent à prendre leur air sur la scène internationale. Euh, Écoute, c'est sûr qu'il y a du gros travail ici, il y a du gros, il y a du gros développement à faire, mais de plus en plus, le hockey s'améliore de plus en plus. Et puis, écoute, il y a d'excellents joueurs. Là. Si tu regardes la Magnus, la D1, la D2, Ciboulette, il y a des très bons joueurs qui jouent ici. Et puis, il y en a des joueurs, il y a des joueurs ici aussi qui vont commencer par la Division 3. Regarde, on va donner l'exemple d'Alexandre Joannette. Un kid 2003 qui a décidé de partir de chez lui très jeune pour vivre son expérience, puis il a connu une très belle saison, et puis il continue à travailler fort. Fait le hockey français est en train de se développer et de plus en plus, ben, les gens veulent venir jouer ici, là, tant que tu es américain, canadien ou autre nationalité. Là. Parfait, ça. Puis, en tant que. J'aimerais avoir ta vision de coach. Tu étais dans le fond dans des hauts niveaux. Là, tu vas revenir. Tu me dis que tu es revenu au Québec cet été, right? C'est ça? Oui, c'est ça, le 25 mai. Là, Parfait. 25 mai, comme on dit à midi, là, je vais Ouais. être revenu enterré en sol québécois. T'as-tu hâte? Écoute, j'ai hâte. Oh oui, j'ai hâte. Écoute, j'ai hâte de voir ma femme, ça c'est sûr. J'ai hâte de voir ma famille. J'ai hâte de voir mes amis. Et puis, on ne se cachera pas que dès que j'ai atterri de l'avion, là, 24 heures après, cherchez-moi pas, je vais être sur un lac à la Non, pêche. c'est ça. Fait que tes plans pour l'été, ça va être relax avant de De décider pour retourner. Ouais. ça. Tes autres décisions vont venir avec. T'as-tu déjà eu des offres sur la table pour le Québec? Pour le Québec, oui, j'ai eu quelques possibilités, quelques offres. Présentement, écoute, j'étudie tous les offres. Tu vois, moi, là, j'ai fait deux saisons et demie ici. Et puis, j'ai mentionné que je devais vivre autre expérience, vivre sur autre cieux. Présentement, là, j'ai une entente de principe de contrat avec une équipe ici en France qui opère une division 1 et puis qui m'offre aussi un petit peu de redévelopper un petit peu le côté mineur, qui est très important parce qu'en France, c'est carrément différent un petit peu du Québec. Et puis, écoute, je vais devoir prendre de très grosses décisions dans les
prochaine semaine. Et puis, mais que je retourne à la maison, là, c'est là que ça va décider là, à savoir si je reviens ici ou je reste à la maison. Ou peut-être qu'à un moment donné, je vais peut-être songer vers la retraite et puis retourner en enseignement. Là, tous les possibilités sont sur la table. Mais c'est quand même très bon de savoir que tu es, premièrement, tu es en demande, puis deuxièmement, ben, tu as plusieurs options, tu sais, fait que tu n'es pas face au mur avec aucune option devant toi. Là, non, c'est sûr que j'aurais aimé ça rester ici. Je voulais rester ici. Mais nous, ici, à Mulhouse, il y a eu des gros changements. Là, il y a eu des gros changements au niveau de la direction. Et puis c'est ça. Fait que j'ai juste besoin c'est ça, j'ai des très bons amis qui veulent retravailler avec moi ou qui veulent travailler avec moi. Et puis, c'est ça qui est très flatteur, c'est ça qui est très le fun d'avoir certaines demandes. Et puis, c'est ça. Mais, je ne te cacherai pas aussi que ma femme, elle souhaite sincèrement là, que je revienne bientôt parce que, on a, ici, quand on a des pauses ou quoi que ce soit, des petites pauses, on a la chance de voyager. Moi, avec ma conjointe, on a beaucoup voyagé en Europe. Écoute, on a vu des places incroyables. Et puis, c'est le fun. C'est très agréable. Un moment donné, ça fait son temps. Mais là, pour l'instant, écoute, on va prendre la meilleure décision pour moi et puis pour ma femme. Et puis, on verra la suite des choses là, dans les prochaines semaines. C'est bon, ça. Tu me dis que depuis 99, tu es en gestion du hockey. On s'entend que c'est du bon bagage, ça. Là, je t'ai posé la question tantôt, je n'ai pas développé là-dessus parce que j'ai un TDAH sûr, là, mais je t'ai dit, je t'ai posé la question en tant qu'entraîneur. Je veux avoir ta vision. C'est quel aspect de jeu? C'est pas tous les entraîneurs qui sont pareils, c'est pas tous les entraîneurs qui pensent pareil, mais toi, en tant que Pat Lasselle, ta vision d'entraîneur pour amener une équipe gagnante, puis comment développer bien un joueur, l'amener à un autre niveau, c'est comment est-ce que tu vois ça, toi? Comment que je vois ça? Mais c'est très simple. Il faut être beaucoup axé sur le développement du joueur pour commencer. Pour moi, quand tu construis une très bonne équipe de hockey ou tu construis une équipe de hockey, de un, c'est très clair, net et précis. Un, c'est l'attitude. C'est une bonne mentalité. Par la suite, c'est l'engagement, l'éthique de travail, l'intensité, la constance. Et puis, si tu n'as pas ces deux-là, ça va être compliqué un petit peu. Puis ici, en France, j'ai appris beaucoup. Ici, la star, c'est le patin. Le patin, on regarde beaucoup le patin. C'est fou, Mais hein? aussi, tout ce qui est un petit peu sur le côté technique, ça se travaille beaucoup. Mais avant tout, ça prend du caractère, ça prend un engagement, ça prend de la persévérance. Et puis c'est comme ça que tu vas à la guerre avec des bons joueurs de hockey. Tu sais, tant qu'à moi, un avis personnel, de bien beau avoir le meilleur joueur dans ton équipe avec le plus de skills, mais s'il y a un caractère qui nuit à l'équipe ou il n'y a pas un mindset de champion, ben tant qu'à C'est moi, terminé. c'est terminé, là, tu sais. C'est terminé. C'est une gangrène. Exact. On donne l'exemple, c'est une gangrène dans une chambre de hockey. C'est ça que C'est c'est. qu'il va pourrir l'atmosphère dans ta chambre, puis ça peut nuire pour les séries éliminatoires, ça peut nuire sur beaucoup de choses. C'est combien de fois qu'on envoie des. Ben là, je vais parler de la NHL, mais combien de fois qu'on voit des joueurs tout pétés dans la saison, puis ils ne réussissent pas à se présenter dans les séries. Tu fais que c'est incroyable, pareil. Moi, je me dis qu'en tant que leader, puis bon joueur, faut vraiment que tu te présentes quand c'est le temps. Là, tu sais. Fait que je sais pas si tu as Oui, pas mais ce mindset-là. c'est ça. On demande souvent à nos joueurs, puis c'est niaiseux parce que je vais dire, mais je suis sûr et certain que tous les entraîneurs qui vont écouter ce podcast-là vont comprendre que, en tout cas, moi, personnellement, je demande toujours à mes joueurs de jouer 60 minutes, pas 20, pas 15, pas 40. Il faut que tu travailles pendant 60 minutes. Il faut que tu mettes tes bottes de travail. Il faut que tu aies ton pic, ton marteau, t'appelles, puis tu vas travailler. Et puis tu lâches jamais le morceau. Et puis c'est ça, l'éthique de travail, la constance, le désir de vaincre, la détermination, c'est ça qui est important. Et puis c'est ça. Puis nous autres, en France, ici,
En tout cas, je sais qu'un peu partout aussi, ça fonctionne comme ça, mais à un moment donné, on le ressent. Des fois, oui, on peut faire un mauvais choix sur un joueur. Puis quand on fait un mauvais choix sur un joueur, mais c'est plate, mais il fait ses valises et il dégage. That's it. C'est pas compliqué que ça. Là. Non. Puis qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'après ça, le joueur, lui, il va aller se plaindre un peu partout, mais en fin de compte, les seules personnes qui le savent, c'est la direction puis le staff hockey. À un moment donné, quand ça ne marche pas à cause de ton attitude, ben, c'est pas compliqué, tu t'en vas jouer ailleurs, puis c'est tout. Là. Tellement d'accord. Parce que si tu le gardes le plus longtemps dans ton équipe, mais le plus que ça La va gangrène, nuire. elle se propage, mon chum. Exact. Perfect. J'avais une autre question. Je ne sais pas si tu avais comme un coach sur lequel tu t'es basé ou lequel qui te montré ou que tu as comme en image que tu aimes, soit dans la Ligue nationale ou ça peut être un coach qui t'a coaché étant plus jeune qui t'a marqué. Tu as fait, moi, je veux faire ça plus tard. Ben, moi, étant donné que je suis un gars qui est très axé sur l'analyse, j'observe beaucoup quand je vais voir soit des matchs de hockey NHL ou même junior majeur. Je suis un gars qui observe beaucoup. Euh, Moi, je te dirais que au niveau NHL, j'ai toujours aimé la façon qu'un gars comme Barb Hartley est. Un gars comme Patrick Roy, c'est des gars qui sont directs, c'est des gars qui ne passent pas par quatre chemins. Ils ne se rendent pas à Chibougamau pour revenir vers Rouen parce que non, c'est des. Je te dirais beaucoup aussi. Je trouve qu'il en manque des coachs de même des fois. Ouais. Écoute, je suis zéro open bar pour le fait de crier après tes joueurs et les Ah, ça ramasser marche plus, ça, solides là. devant. Mais je suis pour un style de coaching qu'il faut que tu montes un peu de caractère, puis il faut que si ton équipe ne va pas bien, mais tu le dis, là, tu sais, comme écoute, Oui, on est mais pas. tu sais, On moi, est. il y en a un qui m'a vraiment, pas marqué quand j'étais jeune, mais que je connais très bien parce que je suis proche de lui depuis ma tendre jeunesse. J'ai appris beaucoup aussi. À un moment donné, je regardais beaucoup un peu, exemple, aller voir Mario Richer. OK. C'est un gars de Tursault qui Oui. était longtemps aussi, il était coach des Olympiques, toute l'équipe. Mario, que je parle à tous les jours, on se parle fréquemment. Que des fois, quand on a une chance, on se rencontre et qu'on. C'est un point que je vais amener après, puis tu vas dire, oui, Pat, tu as raison. Un gars comme Mario Richer, quand j'étais jeune, je me suis bien inspiré sur lui. J'analyse beaucoup. Mon bon ami Ron Schultz aussi, qui est pour les Lions de Trois-Rivières, j'ai déjà travaillé avec lui. Fait que c'est des personnes que je regardais beaucoup aller dans mes débuts et puis un moment donné, ben, à force de les revoir, à force de discuter, ben, moi, je vais chercher beaucoup d'informations un peu partout. Des fois, je m'informe comment ils s'est rendu, comment ils coachent, des choses comme ça. Et puis, j'ai appris beaucoup dans les dernières années. Puis, qu'est-ce qui est le fun là-dedans? Je comprends, des fois, le hockey, le hockey, c'est body. Des fois, tu as un head coach qui va amener ses chums body. Pour moi, j'ai jamais Écoute, cru en je ça. pense qu'on ne se le cachera pas, c'est pas mal de même. Là, C'est pas mal de même, mais moi, heureusement, j'ai puis jamais cru en ça, malheureusement, c'est comme. Ouais, c'est ça. C'est une ligne grise là, parce que tu as du monde qui pourrait être super qualifié Oui. dans le poste, puis malheureusement, ben, t'es pas chum ou Ou de t'es la pas. jalousie ou n'importe Ouais, quoi. exact. Écoute, sais, on peut rentrer dans ce sujet-là. Moi, ça me dérange pas. C'est un sujet. non, mais tu sais, on parle pour parler, puis c'est le fun parce que le podcast est super intéressant. Mais tu sais, pour revenir à nos moutons, des gars comme Ron Schultz, Michael Richer, quand j'étais jeune, je suis beaucoup inspiré. Bob Hartley aussi, Patrick Roy. Moi, j'ai toujours aimé la façon que Pat Roy. Oui, Pat Roy, c'est un gars qui est très. En tout cas, il a l'air d'être très dur comme entraîneur, mais je pense qu'il est juste, puis je pense qu'il a prouvé que c'est un gagnant. Écoute, il a amené l'équipe d'une série. Écoute, en ce moment, ça va pas excessivement bien. Non, Là, mais. mais d'avoir amené l'équipe. En tout cas, moi, j'ai une question à me poser. Je ne sais pas si je vais me faire aimer si je dis ça. Mais je ne sais pas s'il va gagner la chambre avec les moves qu'il fait avec ses gardiens. Parce que, ben, en même temps, Elias Sorokin, il a peut-être demandé un échange. Je ne sais pas s'il s'entend bien avec le coach, mais je trouve ça bizarre
même s'il connaît bien Varlamov, qu'il fasse gauler Varlamov avant Sorokin. Je trouve ça... Moi, je pense, personnellement, puis là, je vais parler pour moi-même. Tu sais, moi, ça m'est arrivé dans les 2 dernières années et demie ici, des fois, de prendre une décision justement sur un gardien de but. Des fois, j'avais, mettons, un vétéran. Exemple, je vais donner l'exemple. Là, je ne parlerai pas de mon équipe senior tout de suite, mais je vais parler de mon équipe U20 élite. Moi, quand je suis arrivé ici, là, c'était le bordel. Là, je te le dis, c'était le bordel. Il y a un ménage qui devait se faire incroyable. J'avais un 20 ans dans le net que malheureusement, j'ai tassé pour mettre mon jeune de 18 ans. Puis c'est avec lui que je suis allé jusqu'en quart de finale au 2e tour des playoffs. Malheureusement, des blessures nous ont nuit là, pour battre Anglette au 2e tour des playoffs. Mais tu sais, je suis parti quasiment dernier au classement. J'ai monté ça au 2e classement, puis après ça, on est allé au quart de finale. Fait que tu sais, moi, puis la même affaire cette année aussi. Celui qui était à mon 18 ans l'année passée, mais je suis revenu avec cette année comme 19 ans. Puis on est allé au 2e tour des playoffs aussi. Fait que moi, je pense que des fois, c'est un feeling ou c'est un. Je ne veux pas dire que c'est un choix personnel, il faut faire attention. Je ne veux pas non plus jouer que les gens jouent avec les mots, mais des fois, on doit prendre des décisions, on est payé pour prendre des décisions. Puis des fois, c'est des décisions qui ne sont pas faciles. Non. Puis des fois, ben, Ciboulette, on fait notre gros possible. Je vais poser une question par rapport à ça, puis j'aimerais ça que tu sois honnête aussi. Oui. Mettons, là, j'ai donné l'exemple de Sorokin puis Varlamov, mais j'en ai mille et une exemples. C'est arrivé des décisions de gardien de but. Là. Mais est-ce que tu y vas avec celui qui te fait gagner à l'instant même ou une question de logistique? Une question de logique. On s'entend que Varlamov, c'est un vétéran, un vieux vétéran que écoute, Sorokin, ça aurait été la décision intelligente de le mettre devant un filet parce que c'est le gardien futur, il est jeune. C'est le gardien numéro 1 de l'équipe, mais il était avec. Est-ce que tu y vas avec le gardien qui te fait gagner, qui a des chances de te faire gagner présentement, ou tu y vas une décision d'équipe pour l'avenir de l'équipe? Tu comprends ce que je veux dire? Très bonne question. Ça va me faire plaisir de y répondre. Moi, quand j'ai pris la décision, puis là, je parle toujours de la U20 élite et non de mon équipe senior. Quand j'ai décidé d'y aller avec Charles all the way in, comme qu'on dit, c'est vraiment purement. Moi, j'ai pris une décision d'équipe parce que j'ai jugé que Charles était prêt mentalement, physiquement, à comparer de Lucas qui n'était pas prêt. OK. Fait que c'est vraiment. Oui, c'est pas à cause que tu as 20 ans que tu vas te faire gagner. Tu sais, des fois, c'est ça. Puis moi, j'ai pas. Tu sais, on donne toujours l'exemple. Moi, j'ai pas voulu brûler mon jeune, mais je le sentais prêt. Je le sentais extrêmement prêt. Puis à un moment donné, ben moi, j'ai toujours pris mes décisions dans le but de l'équipe et non pour moi, Pat Lasselle, personnel. Jamais. En théorie, ouais. Ça, c'est un excellent point à mène. Ça devrait être ça. Là. Je ne sais pas s'il y a des coachs qui prennent des décisions sur l'émotion. Puis c'est dur, pareil, une décision sur l'émotion. Là, on s'entend que tu peux perdre la chambre assez rapidement. Là. C'est ça que je veux dire. Écoute, oui, tu peux perdre la chambre, mais on s'entend que présentement, n'importe quel coach qui va le dire, je suis convaincu qu'ils prennent toutes des décisions dans le but de l'équipe. Oui, il y a peut-être des entraîneurs qui prennent des choix personnels, des choix qu'on appelle des fois, on appelle des choix d'égoïsme. Mais moi, je suis convaincu à 95% qu'il y a des entraîneurs qui prennent des décisions dans le but de l'équipe et non dans le but personnel. Oui, non, c'est. Ben, tu sais, regarde cette année, nous autres avec notre équipe senior pro ici, notre équipe 1 qu'on appelle, tu vois, on est allé au 2e tour des playoffs. Et puis, c'est mon 19 ans qui m'a amené. C'est pas un 24 ans, c'est pas un 26 ans, c'est pas un 30 ans. C'est pas un vétéran qui joue depuis 15-20 ans. Oui, parce qu'il faut dire aussi. Moi, y aller avec Charles parce que, écoute, il a fait un boulot incroyable cette année. Là. Parce qu'il faut dire que dans ton équipe, tu as plusieurs ranges d'âge. Tu n'as pas juste le même âge. Là. Non, c'est ça. Nous, en France, il y a un règlement qui existe que tout joueur qui joue U20 élite, qui est de calibre à peu près là, entre le Chion 3 et le collégial,
D1, D2. Nous autres, notre U20 élite, nos joueurs de 19 ans qu'on appelle des 18, 19, 20 ans qui sont surclassés pour jouer senior, ils sont éligibles à jouer. Et puis, tu vois, cette année, depuis les 2 dernières années, moi, je coach des gars, il y en a qui ont 35, il y en a qui ont 33, il y en a qui ont 30. Il y en a qui ont 26, il y en a qui ont 18, il y en a qui ont 19. Et puis, c'est ça, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, comme j'expliquais, notre U20, souvent, si on n'a pas le match U20 élite, je peux monter des gars dans le senior pour aller chercher de l'expérience. Et puis, l'âge joue en 18 et 34, 35 ans. OK. Quand même, hein? Fait que, il y a du monde qui ont la différence d'âge peut pas faire de différence non plus. C'est pas parce que tu as 30 ans que tu vas le mettre avant un gars, mettons, de 22. Je veux dire. Écoute, des fois, tu vas payer un 30 ans que tabarnouche, le petit bébé à la maison, assis, deux mauvaises nuits, et puis là, tout d'un coup. Non, mais tu sais, c'est la réalité. Non, mais c'est ça que c'est pareil. Que tu joues semi-pro, ou que tu joues pro, ou que tu joues dans les ligues mineures. Écoute, moi, je l'ai vécu ici en France. Ici, à part de jouer à Magnus ou en D1, quand tu joues des 2 ou des 3, souvent, les gars, ils travaillent. Tu sais, les gars, ils travaillent. Oui, le hockey, c'est un petit sideline, mais les gars travaillent. Fait que des fois, les gars qui sont à l'usine ou n'importe où, ça va arriver que le samedi soir, ils ne peuvent pas venir sur la route parce qu'ils travaillent. Fait que, il y a toujours des contraintes. Tu sais, il y a vraiment toujours des contraintes. Et puis, mais écoute, c'était une belle expérience. Puis, il y a du beau hockey ici, pareil. Pour toi, pour avoir une équipe équilibrée, peut-être tu peux dire en tant que coach de ton équipe, mais visuellement, une équipe équilibrée, ça part de où? Puis comment tu bâtis une équipe comme ça? Moi, j'ai toujours appris depuis les 25 dernières années que quand on construit une équipe de hockey, tu construis par tes défensives. Tu commences par tes gardiens, tes défenseurs. Tu termines ça par tes joueurs d'avant. Et puis, moi, j'ai toujours appris de cette façon-là. J'y crois beaucoup. Il y en a qui font différemment, peut-être. Ça se peut très bien. Mais moi, je suis un peu encore à la vieille école. J'aime construire par ma défensive. Complètement d'accord. Je veux dire, si tu as une attaque incroyable, mais qui se font scorer 7 buts par match, oui, ton gardien peut faire la différence, mais en même temps, ils sont tout le temps 2 contre 1, 3 contre 1, là, ça va mal. Là. C'est sûr que plus que tu donnes de buts, ça veut dire que ta défensive est faible ou soit que tu n'as pas un bon système. Mais moi, j'ai appris une chose beaucoup ici en France, c'est ta défensive, il faut qu'elle soit aussi solide que ton offensive. Oui, je suis très d'accord avec toi. Est-ce que tu suis un peu la Ligue nationale ou pas vraiment? Sébastien, je vais être honnête avec toi, mon chum. Avec 6 heures de différence, honnêtement, je vais être honnête avec toi. Depuis les 2 dernières années, j'en ai quasiment, presque depuis 3 ans. Ça fait 2 ans et demi que je suis ici. Depuis presque 3 ans, j'ai pas écouté un match NHL, j'ai pas revu un match NHL. Je le suis, mettons, je vais le suivre sur Facebook ou sur Twitter ou sur le site d'NHL pour prendre les box scores, le standing. Mais non, je me lèverai. Tu sais, déjà que des fois, on arrive tard du voyage. La seule chose que j'ai fait, c'est j'ai écouté le Super Bowl à 3 heures du matin, que je revenais d'un long voyage de Bordeaux et de Lyon. Mais sinon, NHL, Sébastien, depuis 3 ans, j'ai pas écouté un match. Tu sais, c'est pas si peu 3 ans, parce que ma question est, as-tu un joueur, parce que tu manges du hockey depuis que tu es jeune, as-tu un joueur qui t'a marqué par son talent, par qu'est-ce qui était en extérieur de la glace? Tu sais, Guy Lafleur, oui, mais... Si on parle des idoles de jeunesse, Guy Lafleur, tu sais, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a vraiment marqué? Écoute, moi, je ne la cache pas, je le dis ouvertement. J'aime ça construire mon équipe un peu sur la forme des Bruins de Boston. Je suis un gars qui aime un peu la toughness. Mais écoute, moi, je pense que dans mon équipe, j'aurais pris des x10, des Brad Marchand, des Pat Bergeron, j'aurais pris des Brendan Gallagher.
Tu sais, des gars, tu sais, des Darcy Tucker. Tu sais, j'aurais pris des fougueux comme ça. Je les adore, j'aime ça, mais c'est sûr, certain que quand tu construis ton équipe, faut que tu aies un club homogène. Et puis, des fois, c'est dur à faire, mais c'est faisable. Un club de caractère. Tu sais, Boston, tu Ça parles prend du caractère. Exact. Ça prend beaucoup de caractère. Parce qu'on voit l'exemple en ce moment, c'est Boston, c'est pas une équipe avec énormément de talent. Ça fait 2 années de suite qu'ils se rendent, qui ont des grosses saisons. Oui, il faut après ça, faut que tu prouves en série. Mais personne ne pensait qu'ils étaient pour connaître autant de talent, autant de succès en ce moment. Fait que je pense que c'est ça. C'est une question de caractère, de chimie. Aussi une autre question, est-ce que tu crois que le team building est très important? Aller souper en Écoute, équipe? le team building, là, c'est quelque chose qui est plus important. Moi, en France, ici, on a la chance, sans trop donner de l'information, parce qu'il y a des choses qui restent très confidentielles, mais il y a ici, à 30 minutes d'ici, il y a une base militaire française qui s'occupe des forces spéciales et qui s'occupe aussi des commandos, qu'on appelle les infanteries, là, celui qui va au front à premier, qui s'appelle le 15-2. Écoute, je connais très bien, parce qu'après ça, moi, je le dirai après, là, mais je connais 2 personnes qui sont là, et puis depuis mon arrivée, le team building se fait au 15-2. Ils font ce qu'ils appellent le parcours du combattant avec ça c'est les adjudants, les sergents, les caporales, ou qui que ce soit. C'est une activité qu'on fait en équipe d'une fin de semaine et les gars vivent l'expérience. Et ça, je t'enverrai les photos tantôt, là, tu vas halluciner. Ils se font lancer des roches. Il y a toutes sortes d'affaires qui appellent le parcours du combattant. C'est comme ça, nous, qu'on travaille le team building un peu au niveau du caractère, détermination avec des membres du 15 de l'armée ici, de l'armée française. Et puis, très belle expérience que même moi, que j'ai vécu, puis que je vais toujours me souvenir d'eux. Wow. Fait que c'est ça. Je pense que tu peux le voir aussi quand il n'y a pas de team building dans une équipe. Ça peut être dans le hockey, ça peut être dans n'importe quel sport de la vie. Complicité. Exact. Non, c'est ça que c'est. Puis tu le vois, là, aussitôt que, comme on va répéter, puis on va leur dire, aussitôt que même, c'est pas juste un joueur, des fois, tu as une clique qui se mettent ensemble, puis que ça marche juste pas, tu sais. Fait que... Non, écoute, ça marche pas. Moi, je te le dis, Sébastien, quand je suis revenu ici, fièrement débarqué de l'avion un mardi matin, puis je vais toujours me souvenir. Le président et le vice-président viennent me chercher ici à l'aéroport, à Bâle-Freiburg-Mulhouse. Et puis, m'amène direct à la patinoire, puis à 6 heures, non, excuse, à 7 heures le soir, il y avait la pratique U20 élite. Et puis, quand je suis arrivé, tu avais l'autre entraîneur qui malheureusement qui est parti à Gap coacher. Quand je suis arrivé, c'est lui qui était sur la glace, puis oh des shit, il y avait de la misère. Et puis moi, j'étais assis dans les tribunes en haut, vraiment en haut. Et puis à un moment donné, au bout de 15 minutes, j'ai dit non, j'ai dit, qu'est-ce que je viens faire ici? Et puis je suis descendu en bas, puis là, j'ai dit aux joueurs, j'ai dit, toi, je veux te voir. Là, ils se demandaient j'étais qui. Fait que là, ils m'ont présenté. J'ai dit, toi, tu prends tes affaires, tu t'en vas chez toi. Toi, tu prends tes affaires, tu t'en vas chez toi. Puis toi, tu prends tes affaires, tu t'en vas chez toi. Et puis, on te rappelle dans une semaine. Et en fait, oh, OK, c'est sérieux. Oh, là, tu sais, quand un jeune teste un entraîneur qui décide de ne pas patiner, qui décide de ne pas s'impliquer, mais moi, au bout de 10-15 minutes, là, j'ai dit non, c'est pas vrai. Fait que je descends en bas. Puis, tu prends tes affaires, tu dégages, je te rappelle dans une semaine. Puis quand tu dis il teste un entraîneur, j'aime ça que tu me comptes ça, là, on rentre dans le vif du sujet. Là. Fait que quand tu dis il teste un entraîneur nonchalant ou il te répond, puis tu vois qu'il est là. Non, je pense qu'il passe un message qu'ils ne veulent pas patiner. Fait que je me souviens très bien, moi, pauvre Mika, je me souviens, on l'appelle Michael, qui est un très bon entraîneur qui était rendu à Gap, mais c'est lui qui va venir me remplacer parce que c'est une histoire de famille ici. Mika, lui, je le voyais, puis tu sais, Mika, c'est un peu un old school coach, lui, il beuglait, puis à un moment donné, j'ai dit, donc, ils veulent pas patiner, ben, ils vont dégager. Fait que, tu sais, des fois, c'est
Puis je suis convaincu que beaucoup d'entraîneurs peuvent le dire aussi. Quand un joueur décide de vouloir pas patiner, il veut faire son fainéant, ça se peut que la pratique peut être longue pour un entraîneur. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ça donne comme ça peut te déteindre sur les autres aussi, comme tu dis. Là. Fait que t'as pas besoin de ça dans une équipe. Oui, c'est ça. Parce que moi, si tu veux jouer haut niveau, tu n'as pas le choix de. Tu sais, ça part des entraînements. Là, on s'entend-tu que si tu ne donnes pas dans les entraînements et tu veux pas démontrer l'exemple, écoute, man, ça va pas bien. Ça va vraiment des. Je trouve que les entraînements, c'est pas mis de l'avant. C'est vraiment important. Là. Ah non, mais écoute, ici, nous autres, on pratique. Écoute, moi, je suis sur la glace à tous les jours. Là. Je te le dis, je suis sur la glace entre 4 et 5 fois par jour. Fait tu sais, c'est. Mais moi, quand je suis arrivé ici, j'ai dû inculquer des bonnes valeurs. J'en voulais pas de fainéants, parce que je savais qu'il y avait des fainéants. Le président me l'avait parlé, l'entraîneur Mika me l'avait parlé aussi. Fait que moi, j'avais dit, c'est bon, on va faire le ménage. Ça prenait quelqu'un pour faire le ménage. Et puis, tous ceux qui ne voulaient pas travailler, ben, on les dégage, puis on les remplace par des joueurs. Tu sais, des fois, j'aime mieux prendre un joueur qui a moins de talent, mais c'est Boulette qui va travailler puis qui va te ramasser des garbage goals. T'es pas le premier qui dit ça, puis c'est tellement tellement la chose à faire. Là. Ouais. Ben, il y en a peut-être pas tout le monde qui prend la décision de cette façon-là, parce qu'il dit, OK, ben lui, il a le talent, il va me faire 2-3 goals par game. Sauf que je me rappelle quand j'ai joué mon hockey mineur, j'avais un gars dans mon équipe qui était talentueux, là, mon chum, là, mais vraiment talentueux. Il sortait du lot de l'équipe, puis, mais nonchalant, là, puis 6 c'est Laurier. Il donnait pas tant que ça dans les pratiques, mais il arrivait en avant du net, puis il pète un bar down, top corner, le goaler, il voyait rien. Il y en a des joueurs comme ça. Tu sais, regarde, l'année passée, un de mes meilleurs joueurs, écoute, mon 19 ans, c'est le King. Là, tu sais, c'est le King. Il jouait D2 aussi. Là, il jouait des matchs D2, il jouait des matchs U20 avec moi à temps plein en U20 Elite. Un moment donné, au fight, je l'ai rencontré et puis je l'ai foutu à la porte. J'ai dit, je vais gagner sans toi des playoffs. Il dit, non, coach, tu fais une erreur. Vous n'allez même pas faire les playoffs cette année. Et c'était un des premiers, quand on est revenu, après le deuxième tour des playoffs, qui est venu me voir dans le bureau des coachs pour me dire, hey coach, je me suis trompé sur toi, je m'excuse de mon attitude, je m'excuse de t'avoir fait chier. Mais tu sais, lui, c'était pas une question qui me faisait chier. Lui, qu'est-ce qui me faisait chier? C'est que c'est très simple, c'est malheureusement, il n'est pas capable de gérer ses émotions, pogne des punitions stupides, peut coûter des matchs. Et là, un moment donné, moi, j'ai dit assez. J'ai dit, un moment donné, je veux gagner. C'est pas toi qui va me couper la saison. J'ai une autre question par rapport à ta vision d'entraîneur. Si tu as un vétéran que ça fait quelques matchs qu'il a de la misère, que ça pas qu'il traîne la patte, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Je ne sais pas si en France ça fonctionne de même, là, mais est-ce que tu peux l'asseoir un ou deux matchs juste pour lancer un message à ton équipe? Là? Ben écoute, moi, j'ai appris beaucoup dans les dernières années que le old school coaching, ça ne marche plus. Que l'ancien régime, ça ne fonctionne plus. Moi, j'ai appris beaucoup de prôner la communication. Oui, moi, je ne suis pas gêné. Je vais laisser un chiffre, deux chiffres. Puis s'il ne rebondit pas, ben, des fois, je vais lui dire, regarde, va-t'en dans la chambre, puis on se verra au prochain meeting, au prochain entraînement, puis ça serait une autre chose. Mais oui, un moment donné, tu n'as pas le choix de le faire parce qu'un joueur, il ne faut pas qu'il coule ton équipe. Il ne faut pas qu'il coule un match. Puis un moment donné, il faut que tu prennes la meilleure décision pour l'équipe et non pour toi personnel. Oui, non, c'est ça. Si tu prends la décision, tu fais hey, moi, ce joueur-là me fait chier, puis je vais l'asseoir juste. Non. Moi, c'est vraiment que si c'est de l'indiscipline où il est fainéant, c'est bien de valeur, il va passer un chiffre, deux chiffres, trois chiffres. Ouais. Pas plus. Tu le rembarques pour voir, tu le testes. Un moment donné, s'il est sur la deuxième ligne, puis tu vois là, qu'il n'y a pas son meilleur match, tu le mets à 4 ou tu le mets à 3 pour le brasser un peu, puis il ne réagit pas, ben là, le match est terminé pour lui. Un moment donné, il ne te fera pas perdre ton temps. Ben non, c'est ça, exact. Puis comme
comme j'ai emmené comme point tantôt, je trouve qu'il y a certains coachs, je l'adore, Martin Saint-Louis, là. Je suis pas en train de dire que je l'aime pas, là, puis je suis très content de l'avoir. Mais il se l'est fait dire, je pense, parce qu'il y a eu un petit, une discussion à la fin de la saison, puis il était comme, je vais avoir plus de caractère l'année prochaine, là, tu sais, je vais choisir plus de choses, là, parce qu'il se faisait dire comme quoi que, tu sais, son équipe, on le voyait tout qui jouait mal, les Canadiens, ce game-là, puis à toutes les fois, il disait, bon, on a joué un bon match, là, c'est juste en deuxième période on a commencé à ralentir. Tu sais, je comprends l'aspect de trouver des points positifs, mais là, c'était tout le temps, là. On perdait, puis il essayait pas il trouvait pas de points négatifs, tu comprends? C'est quoi? Je pense que l'entraîneur doit s'ajuster constamment. Est-ce que moi, j'en ai fait des erreurs? Est-ce que tous les entraîneurs en font? Oh oui, je suis convaincu. Si tu me trouves un entraîneur qui est parfait, là, emmène-le en podcast, on va le cuisiner un peu. Là, mais... Ouais, c'est ça, exact. Non, mais sérieux, là, Non, je suis tout le d'accord. monde fait des erreurs comme entraîneur. On apprend de nos erreurs, mais à un moment donné, quand on fait des erreurs, on doit être capable de s'ajuster, d'apporter des solutions, puis de mettre en place la pratique de vouloir s'améliorer. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris depuis quelques années. Là. Yes. J'ai quelqu'un qui aurait une question pour toi. Dans le fond, je suis avec mon petit frère de 13 ans, puis il est dans le hockey mineur depuis un bon moment, puis il s'intéresse vraiment au hockey. Il y aurait une question pour toi, fait que, à l'instant, ça te dérange-tu? Non, allez-y. Yes. C'est qui le joueur que tu connais le plus connu dans le hockey en ce moment? Le joueur le plus connu dans le hockey, c'est Boulette, je vais dire. Le plus connu, je pense que je vais y aller avec. Écoute, il y en a tellement. Tu me poses une bonne question. Écoute. Bonne question, le Pat. Hein? C'est une bonne question, c'est C'est une bonne question, là, surtout que ça fait 3 ans que je n'ai pas écouté un match NHL. Écoute. Mais que tu as rencontré. Non, écoute, moi. Non, sérieux. Écoute, je pense que le plus connu, écoute, je pense qu'on va dire Ovechkin. Oui, tu l'as rencontré? Mais vite fait? Ou... Non, je ne l'ai jamais rencontré, mais tu sais, comme joueur le plus connu qui joue. Mais écoute, oui, des joueurs NHL, j'en ai rencontré, j'en connais. Parce qu'en France, en Europe, en ce moment, c'est quand même assez populaire. Tu as des joueurs. Mais écoute, regarde Angers. Angers, cette année, il y avait Nicolas Sherbak, qui a joué pour le Canadien. Oui, c'est vrai. Ouais. Et là, Sherbak, je pense qu'il s'en va en Autriche ou en Slovaquie ou par contre, je ne m'en souviens pas. Écoute, ici, on a des mots à dire. Si tu regardes Grenoble, là, Ciboulette, il y avait Brett Aubin, que je connais bien, Brett Aubin, gars de Saint-Jérôme. Il y a tellement de bons joueurs québécois qui sont ici présentement et qui gagnent leur vie. Et puis que après ça, rendu à 34, 35, 36, 37, il retourne au Québec jouer semi-pro 1 an, 2 ans, puis après ça, les gars, ils se trouvent un travail. Mais moi, qu'est-ce que j'ai aimé beaucoup, puis tantôt on parlait de Brett Aubin, c'est que l'année passée, match à Mulhouse ici, 4 heures avant le match, 3 heures avant le match, je croise justement Brett Aubin qui joue à Grenoble. Il dit « Hey, Pat Lasselle, hey, salut Brett. » Parle, jase, un petit 10-15 minutes. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, c'est tout ça. Regarde Mario Richer, la même affaire quand il venait jouer à Mulhouse. Parle, jase, 15-20 minutes, 30 minutes. C'est bon d'avoir des contacts. Puis de. C'est pas juste des contacts, c'est des camaraderies. Non, c'est ça. Comme Parce ici, ce que je veux dire par contact, c'est tout le temps bon d'avoir un certain respect envers tes collègues. Tu sais jamais qu'est-ce que ça peut t'amener dans la vie, là, tu sais. Non, écoute, il y a même Frank Spinozzi qui est à Tours. Tu vois, Frank, on s'appelle constamment Claude Devez, qui a fait sa carrière ici en Europe, mais que ses parents sont au Québec. Tu sais, moi, honnêtement, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on est dans les playoffs justement contre Amiens. On est dans les playoffs cette année, au premier tour des playoffs. Puis, tu sais, Mario m'envoie un message, puis il me dit « Hey, Pat, viens, passe à la maison. Écoute, je suis allé passer l'après-midi chez lui. Puis, sais-tu quoi? On a parlé de hockey, mais on s'est rappelé des histoires je te dirais, de famille et de n'importe quoi. On parlait de tout. Écoute,
Écoute, on est parti, c'est niaiseux que je vais dire, on est parti de Ben Gros à Martin-Lafleur. On a parlé de tout et de rien. Et puis, c'était tellement agréable. Puis, tu sais, après ça, on jouait le soir. Ça veut dire que moi, à 4 heures, il fallait que j'aille manger avec mes boys. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Puis après ça, ben, tu joues le match. Puis, fait que, tu sais, c'est tout ça. Tu sais, ici, on a 2 arbitres québécois. Là. C'est niaiseux que je vais dire, mais ici, on a 2 arbitres québécois, qui y en a un qui reste à Épinal, puis que l'autre qui reste à Besançon. Et OK. puis les autres, c'est des anciens arbitres qui ont fait longtemps, soit le collégial, ont fait du junior 3 beaucoup anciennement, qui appelait le tiers 2. Et un moment donné, jouait à Dijon, et puis 2h30 avant le match, ils me croisent, en tout cas dans l'ordre d'entrée, les autres ils arrivaient, moi je sortais pour aller dans l'autobus 5 minutes, puis ils me disaient « Hey, Pat Lasselle, il dit « T'es rendu ici? » Fait que là, on s'est mis à jaser de tout et de rien, et on s'est rappelé des souvenirs, et puis c'est ça qui est agréable. Ah, c'est le fun, hein, ça. Oui, c'est ça qui est agréable. Des souvenirs, des moments que tu as vécu dans ta carrière. Oui, mais tu Tantôt, tu as sais, dit groupe, tu parlais de Benoît Gros? ben écoute, tout le monde, Ben, il est beaucoup connu ici. Oui. J'entends vraiment, ben écoute, on peut dire qu'est-ce qu'on veut sur Ben Gros, j'ai entendu vraiment de très belles choses. Il a joué en France, je crois, Ben aussi, fait qu'il est très connu. Mario Richer le connaît bien, et puis de belles expériences. Et puis moi, j'ai vécu vraiment de belles choses, tant au niveau hockey que culturel ou histoire. Ouais, Tu sais, j'aurais jamais pensé de visiter, moi, un camp de concentration puis un bunker anti-nucléaire. C'est ça, exact. Les photos que je t'ai envoyées, c'était incroyable. Écoute. Ah non, non, tu le fais, comme tu disais, tu le fais pour l'expérience. Tu le fais pour que tu dois vivre un trip en ce moment. Là. Ben oui, écoute, j'ai 49 ans, puis je vis un trip. Regarde, l'année passée, moi et ma femme, on a fait un peu la Côte d'Azur. On est allé à Menton, on est allé dans le sud de l'Italie, on est allé voir Monaco, Nice. On a fait toute la Côte d'Azur. Puis je dois dire en affaire, Sébastien, c'est boulette. Quand tu vois la mer Méditerranée, tu dis, hey, tu peux le voir longtemps comme tu peux le voir une fois dans ta vie. Et puis, c'est ça, mais écoute, moi, j'ai adoré ça. J'ai tellement des anecdotes, c'est incroyable. Et puis, c'est une belle expérience. Perfect. Je finis toujours le podcast. Ben, je finis toujours, pas toujours, là, mais j'ai le goût de finir de même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pat Lasselle à son arrivée au Québec? Mais là, je sais que tu veux prendre du temps pour toi et ta femme, puis enjoyer. Mais pour la suite des choses, comme projet, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Pat Lasselle? Puis, ce qu'on peut me souhaiter, écoute, moi, je pense qu'on peut me souhaiter reprendre, reprendre une petite vie. Là. Tu sais, on est timé, nous, sur le hockey, quasiment 24 heures sur 24. Puis quand j'arrive à la maison, les premières journées, je suis un petit peu déboussolé. Parce que t'es mindé un peu comme un robot. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Écoute, moi, je pense qu'on peut juste souhaiter d'avoir du beau temps, de prendre la meilleure décision pour moi, de revenir, c'est ça, de prendre la meilleure décision pour moi, et puis me souhaiter une belle truite de 4-5 livres cet été. Ou un doré, ou un blanc. Yes. En tout cas, moi, je te souhaite d'avoir un poste qui te convient. Que pour vrai, c'est un beau background que tu as, puis tu as un beau bagage, belle expérience en France. Donc, je te souhaite vraiment de trouver ta niche ici au Québec côté hockey. Et puis, en espérant que tu trouves ça. Et puis, t'enjoy ton été, mon ami. Merci beaucoup. Tu as aimé Merci ça, le beaucoup, mon podcast? chum, très apprécié. Non, mais merci beaucoup, Sébastien. Continue ton excellent travail. Je pense que tu fais une ciblette de bon travail avec ton podcast. Ça, c'est vraiment à tout ton honneur avec Simoneau, puis ton partner, je ne m'en souviens plus de son nom. Ben, c'est pas mal parce que Simoneau, le Oui, ben, collaborateur, justement, de père de Xavier, qui ouais, je ne sais pas si Pascal reste encore dans mon secteur, qui est la petite nation. Oui, oui. Puis, il est encore à Saint-André. Moi, j'étais à La Paix, à Notre-Dame de la Paix. Bon, ben, c'est proche, pareil. Oui, c'est ça, non, mais écoute, lâche pas ton excellent travail, continue. Tes podcasts, c'est super incroyable. Et puis, on garde un bon contact, Sébastien. Puis cet été, si je suis capable, je vais aller te saluer. Et puis, merci de cette invitation-là. Et puis,
Bon été à toi et à ta famille. Ah ben, merci beaucoup pour les bons mots. Pour vrai, je trippe beaucoup, beaucoup dans le projet. Écoute, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent cet été. Je sais pas si tu as vu, mais je vais avoir un studio pour le podcast. Donc, Nice. ça va être, on va pouvoir en faire en live, mais pas en live par caméra, mais en studio. Donc, ça va être assez intéressant, les copains et les copines. Merci beaucoup. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, TikTok, sur Amazon Music, Spotify. Je suis partout, guys, pour vrai. Un gros merci, Pat. Bon été à toi et à ta famille, Merci. mon ami. Merci. Bonne journée. Salut, Ciao. mon homme.